Bonjour Laure Vérac, bienvenue. Merci. Vous êtes donc la directrice générale de l'Indosphère que vous avez créée en 2014. Avec quel objectif, en quoi elle se différencie d'autres plateformes de financement ? L'Indosphère est une plateforme de financement participatif qui est dédiée au financement des énergies renouvelables, des projets qui contribuent à la transition énergétique. L'objectif, c'est de permettre aux particuliers de choisir à quoi sert leur argent et de pouvoir lui donner un impact positif. Ça veut dire combien de projets depuis 2014 ? Combien de projets financés ? Pour quel montant ? Vous venez de passer un cap, c'est ça ? Sur l'Indosphère, 270 projets d'énergie éolienne, solaire, méthanisation, réseau de chaleur ont été financés pour plus de 100 millions d'euros qui ont été investis, donc soit en dette, soit en actions, par notre comité d'investisseurs. Et vous parlez justement, effectivement, 18 000, j'ai trouvé ça sur le site, 298, c'est précis, prêteurs inscrits. Est-ce que vous considérez que c'est une communauté d'une certaine façon ? C'est une communauté d'investisseurs qui viennent pour des raisons et des motivations qui sont complémentaires. Certains viennent pour l'attractivité des projets qu'on propose, avec un rendement de 5,05% qui est proposé sur la plateforme en moyenne. D'autres viennent pour donner du sens à leur épargne et être certains que leur argent est utilisé pour financer la transition énergétique, ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs dans des produits classiques de livret ou d'assurance vie. Et certains viennent encore pour des projets de proximité pour financer en circuit court les projets de leur territoire. Est-ce qu'il y a un profil sociologique type de cette communauté ou des membres de cette communauté ? C'est très large. On va de l'éco-épargnant averti qui vient pour vraiment être certain de contribuer à la transition énergétique, jusqu'à des professionnels de l'investissement, aujourd'hui de plus en plus nombreux, qui souhaitent diversifier leur allocation d'actifs et investir une partie croissante de leur patrimoine dans des projets qu'ils vont considérer comme résilients aux impacts qui viennent liés au dérèglement climatique. Donc c'est quoi ? C'est de l'éolien, du photovoltaïque essentiellement, exclusivement ? Alors éolien et photovoltaïque en majorité, quelques projets de réseau de chaleur également, de cogénération, de biomasse et bientôt d'hydro. Alors, qui sont vos partenaires ensuite industriels pour mener à bien ces projets ? Nous travaillons avec les grands noms du secteur des énergies renouvelables, donc par exemple des filiales de grands groupes comme EDF Renouvelables, comme CNR, qui est un des acteurs pionniers dans le secteur, et également des PME et des ETI qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont des acteurs indépendants sur le territoire français. L'Agence internationale de l'énergie appelle à l'abandon total des investissements dans les projets d'énergie fossile et de multiplier par 4 les projets éoliens et solaires. Est-ce que vous considérez qu'il y a urgence aujourd'hui, comme la plupart, l'immense majorité des scientifiques ? Il y a une urgence climatique qui est indéniable. L'ONU vient encore de publier une nouvelle étude en mai qui annonce que l'élévation de plus 1,5 degré, c'est pour 2025. C'est pas pour 2050, c'est pas pour 2100, c'est pour 2025. Donc il y a une urgence à agir et à réduire drastiquement nos émissions de CO2. Et les deux leviers pour le faire, c'est la transition énergétique, de basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, et c'est de financer ces énergies renouvelables. Alors, il y a urgence, moi je suis d'accord avec vous, il y a la question de la maîtrise de la situation et de la montée en puissance des énergies renouvelables. Stéphane Bern, fort de sa mission pour la défense du patrimoine, s'est fendu une tribune contre l'éolien, c'était dans le Figaro le week-end dernier. Il dénonce, je cite certains passages, la supercherie d'un système qui n'est en rien écologique et renouvelable, qui prospère à coup de subventions européennes, qui ne fonctionne que 25% du temps et nécessite l'aide de centrales à charbon. Alors voilà, c'est une tribune radicale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est une tribune qui va concentrer l'ensemble de la désinformation qu'il y a autour de l'éolien. Donc vous dites qu'il est mal informé, Stéphane Bern, quand il dit ça ? Je ne dis pas qu'il est mal informé, je dis qu'il tourne dans une volonté anti-éolienne des informations sur l'éolien. Il y a un document qui est très bien fait par le ministère de la Transition énergétique qui publie un vrai faux sur l'énergie éolienne et qui permet de mettre les points sur les i sur l'ensemble des fake news liées à l'éolien. Et j'invite à le lire et à le retrouver sur le site. Je vais prendre un seul passage. Le fait que ça ne fonctionne que 25% du temps, c'est un vrai ou un faux, ça ? Non, l'intermittence de l'éolienne, c'est un sujet qui est faux, évidemment. La disponibilité d'une machine est de l'ordre de 90-95%. Le reste du temps, c'est la maintenance ou d'autres sujets liés à l'exploitation d'une machine industrielle. Mais il n'y a pas toujours suffisamment de vent pour qu'elle tourne. Après, il y a une question de vent. Et c'est pour ça que l'énergie éolienne doit s'inscrire dans un mix énergétique cohérent, compétitif et rentable, à la fois pour les territoires qui accueillent les projets d'énergie renouvelable et pour le pays. Oui. Alors, l'un des obstacles à lever
pour les opérateurs de l'éolien que vous accompagnez. C'est le fameux syndrome NIMBY, on en a parlé souvent ici, pour Not in my backyard, pas de ça dans mon quartier, pas de ça. Chez moi, on avait notamment fait un débat sur l'éolien maritime, avec un projet au large de l'île de Groix, où on voit que malgré plus de 6 mois de discussions avec toutes les parties prenantes, le lieu, le site lui-même n'a toujours pas, ou n'avait toujours pas été choisi. Alors, votre système de financement participatif, est-ce qu'il permet de lever une partie de ces freins locaux ? Le financement participatif permet de changer la perception de l'installation éolienne ou photovoltaïque sur son territoire, dans la mesure où il permet une redistribution des retombées économiques au niveau individuel et local. Je suis riverain d'un projet, via l'Endosphère, je peux financer l'installation qui est sur mon territoire. Et ce qu'on observe, c'est que plus de 80% des investisseurs sur la plateforme, et c'est une enquête YouGov qu'on a réalisée, sont favorables à une installation d'énergie éolienne à moins de 10 km de chez eux. D'accord, donc ça, mais ça c'est un peu, entre guillemets, virtuel. C'est-à-dire que quand le projet arrive, c'est là que les boucliers sortent parfois. Donc, est-ce que la question, alors ça c'est pas de votre responsabilité, évidemment c'est de la responsabilité de vos partenaires industriels, mais le choix du site, le lieu, est-ce qu'on est suffisamment pointu là-dessus pour justement éviter le syndrome NIMBY ? Alors, le choix des sites est très compliqué, il est très cadré. Oui. On ne peut pas s'installer à moins de X mètres, centaines de mètres d'une maison, d'une autoroute, d'une ligne TGV, d'une ligne haute tension. Donc, le foncier disponible est déjà très très bien délimité. Ensuite, le travail du développeur éolien, c'est de pouvoir, dans une logique de concertation et d'appropriation locale du projet, d'associer au maximum les riverains, à la fois dans la définition du projet, de l'implantation des éoliennes et dans les retombées économiques du projet. Pour les collectivités, via les retombées fiscales, pour les riverains, via notamment le financement participatif. Et c'est pour ça que dès 2014, on a travaillé très rapidement avec beaucoup de développeurs éoliens qui étaient en attente d'une solution simple pour justement associer les riverains au financement des projets, que ce soit en dette ou en prise de participation, avec des résultats qui sont très bons. On passe beaucoup de temps, nous, sur les territoires, dans le cadre de réunions d'information, de permanence, à accompagner les porteurs de projets pour bien expliquer le projet et bien expliquer comment on peut investir et avoir des retombées économiques dans ce projet. C'est moins compliqué avec le photovoltaïque ? Le photovoltaïque pose d'autres enjeux, notamment liés au foncier, parce que ça prend une plus grande emprise. Et là, une des réponses qui est apportée et qui va se développer beaucoup dans les prochaines années, c'est de l'agrivoltaïsme. C'est comment, avec une production alimentaire principale, je couple une production solaire qui va venir accompagner et consolider la production agricole. Donc c'est notamment des serres photovoltaïques, c'est des panneaux qui sont bifaciaux et qui permettent aux tracteurs de passer entre les panneaux, et beaucoup de solutions et d'innovations. De persiennes aussi, qui peuvent abriter. Quand on en a besoin, abriter et faire baisser la température. La finance verte, on le dit souvent ici, c'est un mouvement de fond. Vous affichez une croissance moyenne de 50% par an. Est-ce que la tendance est maintenue en 2020 ? La tendance a non seulement été maintenue, mais elle a été accélérée. Ouais. Ce qu'on a observé, c'est que la prise de conscience de la nécessité du monde d'après s'est accélérée depuis la crise sanitaire, qui est en partie liée à la crise écologique que nous connaissons. Et donc, ce qu'on a vu, c'est une croissance forte du nombre d'inscrits sur la plateforme et des montants financés via l'Endosphère dans les projets que nous proposons. Merci beaucoup, merci Laure Vérag. Bon vent à l'Endosphère, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On parlait des moyens de valoriser une exploitation agricole, justement les coproduits au programme.